Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons démarrer notre premier cours relatif à la comptabilité des sociétés. Donc, j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de ce semestre pour les deux ensembles, un et 2, en matière donc de comptabilité des sociétés. Donc, je suis Adel Sharqawi, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à EDSHOP, docteur en sciences de gestion, notamment la spécialité finance, stratégie et management. L'approche pédagogique adoptée c'est une approche par compétence, parce que l'objectif dans ce cours de comptabilité des sociétés est de vous accorder les compétences comptables nécessaires à l'enregistrement des différentes opérations de l'entreprise. Donc, vous avez déjà démarré avec les deux modules comptabilité générale 1 et 2, éventuellement comptabilité analytique. Et aujourd'hui, vous allez commencer une nouvelle aventure dans le cadre de la comptabilité des sociétés pour voir comment vous allez pouvoir développer des compétences comptables par rapport à certaines opérations spécifiques et qui caractérisent la vie de l'entreprise. Donc, c'est pour cela que on est beaucoup plus orienté sur les compétences comptables et non pas sur les considérations techniques proprement dites. Deuxième approche, c'est une approche par l'éveil. Vous devez toujours rester à l'écoute, éveillé, pour pouvoir suivre le contenu. C'est une approche par la découverte, parce que vous allez découvrir au fur et à mesure de l'évolution dans notre cours ou l'avancement dans notre cours, les différents aspects relatifs à ces opérations spécifiques en abordant une approche relativement pluridisciplinaire. Donc, vous allez voir, on aura des considérations purement juridiques, empruntées des droits des sociétés, des droits commerciaux. On aura des connaissances et des considérations qui renvoient à la fiscalité des entreprises, notamment le Code général des impôts, et on aura proprement dit les écritures comptables qui renvoient bien entendu au dispositif comptable. Et donc, vous allez découvrir, chemin faisant, l'ensemble de ces aspects qui sont intimement reliés et qui permettent de mieux cerner l'enregistrement de ces opérations spécifiques. Et donc, la finalité principale, à travers l'ensemble des modules et des formations que vous avez eues depuis le S1 jusqu'à le sixième semestre, et effectivement, c'est de former les futurs responsables d'entreprise, des économistes, qui sont dotés à la fois du savoir, de la connaissance. Vous devez connaître qu'est-ce qu'il y en a sur le plan juridique, comptable et fiscal, mais également le savoir-faire, être capable d'utiliser ces connaissances pour mettre en pratique ces savoirs dans des situations problèmes. Et par la suite, le savoir-être, c'est le bon sens que vous devez avoir en tant que futur manager ou économiste ou même responsable. Donc, il y a plusieurs valeurs que je ne cesse de partager avec mes étudiants à travers l'ensemble des modules que j'enseigne au niveau de la licence. Le sens de l'effort, la créativité, le sens de la décision, l'autoprise en charge, l'humilité et le sens de l'éthique. Donc, vous êtes au centre de nos préoccupations. Notre principale finalité est de vous former par rapport à un contenu, par rapport à un ensemble de savoirs relatifs à une discipline et par la suite de vous accompagner tout au long de votre cursus de formation. C'est pour cela qu'on reste toujours à votre écoute et c'est pour cela que je vous ai créé un forum d'échange et de discussion sur l'espace ENT pour pouvoir, dès aujourd'hui, poser vos questions, vos observations, euh, éventuellement vos besoins d'éclaircissement par rapport à l'ensemble des aspects relatifs au déroulement du cours, notamment le contenu, les exercices, etc. Et donc, je reste à votre écoute pour pouvoir vous aider dans la mesure du possible. On commence donc par la présentation du syllabus du cours. Donc, c'est une comptabilité approfondie qu'elle va bien entendu mobiliser vos connaissances acquises en S1 et S2, principalement la comptabilité générale. Et donc, le cours vise à appréhender les enjeux, la traduction comptable et les implications juridico-fiscales des opérations clés de la vie de l'entreprise, depuis la création jusqu'à la liquidation ou la dissolution. Donc, le cours se centre également sur les opérations de financement par les capitaux propres et par endettement obligatoire.
obligataires et offre enfin une première approche des comptes des groupes. Donc là, on va voir en fonction du volume horaire accordé tout au long de ce semestre, on va voir est-ce qu'on va nous limiter à certains aspects par rapport à d'autres, donc de manière à recadrer le programme. Donc, il s'agit principalement de maîtriser les objectifs, le processus de comptabilisation, les implications juridico-fiscales, des opérations de la constitution des entreprises, la répartition des résultats, la liquidation d'entreprise, la modification du capital, principalement l'augmentation, qui est le cas le plus fréquent, mais rien n'empêche qu'on peut aussi discuter la problématique de l'amortissement du capital et de la réduction du capital. Et enfin, la problématique du financement obligataire qui fait allusion aux obligations. Donc, nous allons mobiliser vos connaissances que vous avez étudiées principalement en comptabilité générale, accessoirement en management, avec notamment des considérations juridiques, le droit commercial et des sociétés qui fera même l'objet de la séance d'aujourd'hui. Donc, la comptabilité des sociétés a fait l'objet de plusieurs ouvrages, manuels pédagogiques, qui vous offrent des synthèses de cours avec des exercices corrigés. Là, je vous ai mis une sélection bibliographique de 3 ouvrages que je recommande personnellement au niveau de ce cours et que vous pouvez éventuellement vous procurer pour approfondir vos connaissances, surtout pour les étudiants qui sont très passionnés par les techniques comptables et qui veulent faire des carrières d'expertise comptable ou même un master en CCA, comptabilité, contrôle et audit. Et je vous demande de télécharger sur Google, via Google, les documents juridiques suivants que vous voyez sur l'écran. Le code de commerce, la loi numéro 1795 sur la société anonyme, la loi numéro 595 relative aux autres formes de société, le code général des impôts pour les aspects fiscaux et le code général de la normalisation comptable de manière à comprendre le fondement juridique des différents enregistrements comptables qu'on va discuter tout au long de cette séance. Officiellement, voici donc le programme qui a été communiqué ou recommandé par le ministère. Donc, comme vous voyez, selon le cahier des normes pédagogiques, selon le descriptif d'accréditation de la licence d'études fondamentales en sciences économiques et de gestion. Donc, quand on parle de comptabilité des sociétés, on doit voir ces éléments. La constitution des sociétés, c'est-à-dire la création des entreprises, de point de vue juridique et comptable, l'affectation des résultats avec l'imposition des résultats, donc une généralité sur les régimes fiscaux en matière d'imposition des résultats d'entreprise et ce que nous intéresse le plus, c'est la répartition. Donc comment le résultat de l'entreprise est partagé par les parties prenantes, les modifications de capital, comme je vous ai dit, augmentation, réduction, amortissement, les emprunts obligataires, les méthodes de réévaluation du bilan, les méthodes d'évaluation des titres, et la liquidation des sociétés. Donc, en s'inspirant de ce programme qui a été proposé dans le descriptif de la licence, donc je vous ai préparé le contenu suivant. Donc, a priori, 6 chapitres, a priori, la constitution, le premier chapitre relatif à la constitution des sociétés, le deuxième chapitre traite de l'imposition et de l'affectation des résultats. Le troisième chapitre revient sur l'évaluation de titres. Le quatrième chapitre traite des modifications du capital en général et de l'augmentation de capital en particulier. Le cinquième chapitre traite des emprunts obligataires. Le sixième chapitre va discuter la liquidation des sociétés. Donc on va voir, on n'est pas censé atteindre les 6 chapitres, on va avancer et en fonction du déroulement de notre avancement, on va voir à quel chapitre on peut arrêter le cours en tenant compte du volume horaire disponible sur la programmation de ce semestre. Donc aujourd'hui, on va commencer par le premier chapitre relatif à la constitution des sociétés. Mais avant, bien entendu, de démarrer le chapitre proprement dit, je vous ai préparé un préambule de manière à contextualiser la matière et vous faire comprendre son intérêt.
Donc, pourquoi on parle de la comptabilité des sociétés? Quelle est son utilité? Donc, de quoi s'agit-il? Donc, la comptabilité des sociétés est un ensemble de traitements comptables, donc c'est un ensemble d'écritures comptables qui régissent des opérations spécifiques aux sociétés. Donc, elle fait partie de la comptabilité générale, mais elle va se focaliser sur des opérations bien spécifiques. En effet, donc, les traitements de la comptabilité des sociétés utilisent les mêmes supports que ceux de la comptabilité générale. C'est-à-dire, on va utiliser les mêmes mécanismes que vous avez déjà étudiés en comptabilité générale. Rappelez-vous le fonctionnement du compte, l'architecture du plan comptable, les principes comptables que vous avez étudiés en comptabilité générale. Bref, on va garder les mêmes principes, les mêmes outils que vous avez vus dans la comptabilité générale, le journal, la balance, le fonctionnement du compte, etc. Pourquoi on a parlé de la comptabilité des sociétés et non pas la comptabilité de l'entreprise? Donc, il y a bien une différence entre l'entreprise et la société. Donc, généralement, l'entreprise est un concept qui renvoie à une considération économique et managériale, alors que la société est un terme employé sur le plan juridique. Et donc, c'est pour cela qu'on a parlé de la comptabilité des sociétés en suivant l'optique juridique. L'optique juridique qui fait la distinction entre le concept de l'entreprise et le concept de la société. Vous l'avez vu déjà en première année en management 1 et 2, notamment en S1, en discutant le concept de l'entreprise. Vous avez vu qu'il y a plusieurs approches économiques, sociales, environnementales, et vous avez classé et identifié les entreprises selon plusieurs optiques. L'optique économique, qui tient compte des secteurs d'activité, de la taille, etc. Et l'optique juridique, qui renvoie aux formes juridiques des entreprises. Et chaque forme juridique était considérée comme ce qu'on appelle la société. Et donc, quand on parle d'une société, c'est une entreprise dans une optique juridique. Et c'est pour cela que la comptabilité des sociétés est considérée comme l'algèbre de droit. C'est la mise en application des textes juridiques sur le plan comptable. Donc, selon l'article 982 du Dahir formant les codes des obligations et des contrats, la société est considérée comme un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager les bénéfices qui pourront en résulter. Donc, juridiquement parlant, la société est définie comme un contrat par lequel il y a au moins deux personnes ou plus qui vont partager en commun leurs biens, leurs ressources, leur travail, ou les deux à la fois, de manière à créer de la valeur, c'est-à-dire réaliser un bénéfice et donc tirer profit de cette mise en commun des biens ou du travail. Le contrat de société donne naissance à une personne physique, à une personne juridique, qui peut être considérée comme une personne morale, distincte de la personne physique. C'est ce qu'on appelle le statut juridique. Donc, chaque entreprise ou chaque personne, quand elle souhaite créer une affaire ou réaliser donc une activité, elle doit choisir une forme juridique, un statut juridique que représente ce qu'on appelle la société au sens large. Et donc, cette société matérialise un contrat qui donne naissance à une personne juridique, c'est-à-dire qui a l'aptitude à être sujet de droits et d'obligations. C'est-à-dire, c'est une personne reconnue par le droit et qui peut réaliser des activités, des opérations, et par conséquent, elle est sujet de droits et d'obligations en matière des engagements contractuels qu'elle va établir avec ses partenaires. D'où donc la définition du concept de la société ou de ce qu'on entend par une société. Alors que la notion ou même le concept de l'entreprise renvoie à une considération beaucoup plus économique et managériale. Donc, contrairement à la société, qui est un concept juridique, l'entreprise
ne fait pas l'objet d'une réelle définition légale. Lorsque vous allez chercher dans les différents textes de loi, d'ailleurs vous avez des cours de droit, je pense que vous avez eu déjà un cours en S3, introduction à l'étude de droit, et dans le 4e semestre, vous aurez, je pense, un cours sur le droit commercial, dans lequel vous allez discuter d'une manière approfondie ces considérations. Et effectivement, donc, contrairement à la société, l'entreprise ne fait pas l'objet d'une réelle définition légale, dans la mesure où dans le droit, dans les textes juridiques, on retrouve la notion de société, qui renvoie, comme je vous ai expliqué, à un contrat entre deux ou plusieurs personnes qui mettent en commun des biens ou du travail, ou les deux à la fois, pour avoir un bénéfice qui en résulte de cette mise en commun. Et donc, il s'agit avant tout d'une notion économique, sociale, voire même managériale. En matière économique, comme vous l'avez vu, l'entreprise peut se définir comme une unité organisée reposant sur la mise en œuvre de moyens humains et matériels de production ou de distribution. Dans les textes de loi, on retrouve de façon récurrente la notion d'entreprise dans le Code du travail, au sein duquel le terme doit être interprété comme un ensemble de travailleurs exerçant une activité commune sous l'autorité d'un même employeur. Donc, dans le Code du travail, l'entreprise est considérée comme un employeur qui va rassembler plusieurs travailleurs exerçant une activité sous sa tutelle. Et au-delà du droit de travail, vous n'allez pas trouver donc une définition explicite de l'entreprise. D'où la nuance entre société et entreprise. Société est une notion à vocation juridique, alors que l'entreprise est une notion à dimension économique, sociale et managériale. D'où donc la nuance entre l'entreprise et la société, et c'est pour cela qu'on parle souvent de la comptabilité des sociétés, parce que cette comptabilité est imprégnée, est encadrée par un arsenal juridique, par un ensemble de textes juridiques qui régissent bien entendu les traitements comptables, les enregistrements comptables des entreprises. Au Maroc, donc, l'immatriculation au registre de commerce confère à la société la jouissance de la personne morale. C'est-à-dire, lorsque vous allez créer une entreprise, une fois que vous allez vous immatriculer au registre de commerce, vous allez avoir la jouissance, c'est-à-dire vous avez la reconnaissance de la personne morale, c'est-à-dire la reconnaissance d'une personne juridique qui peut faire l'objet de droits et d'obligations de point de vue juridique. Cette immatriculation marque donc la naissance de la vie juridique de la société. Et donc, elle concrétise la création de l'entreprise. Parce que sans statut juridique, sans forme juridique, vous ne pouvez pas exercer les activités ou les opérations économiques. Et c'est pour cela que le droit commercial ou les droits de société est indispensable pour encadrer la vie de l'entreprise en matière d'exercice d'activité économique et sociale. L'attribution de la personne morale par le législateur aux sociétés leur a permis de disposer d'un nom, d'un domicile, d'une nationalité, d'un patrimoine, d'une vie juridique propre, etc. C'est-à-dire que grâce à la jouissance de la personne morale et la reconnaissance juridique de la société suite à l'immatriculation au registre de commerce, que l'entreprise, la personne morale, disposera d'un nom, d'une identité, d'un domicile, ce que vous avez appelé le siège de l'entreprise, la nationalité, qui renvoie au territoire d'implantation, le patrimoine des dispose, et bref, la vie juridique propre. C'est-à-dire que grâce à cela, l'entreprise ou la société peut réaliser des opérations ou des activités moyennant des engagements contractuels. La société commerciale est une société ayant pour objet habituel l'exercice d'actes de commerce, que vous allez voir dans le droit commercial, notamment achat de marchandises pour la revente,
affaires d'importation ou d'exportation, sociétés financières et bancaires, sociétés de personnes touristiques, hôtelières, etc. Bref, c'est en ayant le statut juridique ou la jouissance de la personne morale que la société commerciale va pouvoir réaliser les actes de commerce tels qu'ils sont régis par le droit commercial ou le code de commerce. Et c'est pour cela que je vous ai demandé de télécharger les documents juridiques pour pouvoir lire à titre de culture générale ou parfois même d'approfondissement, puisque vous avez en parallèle un deuxième cours sur le droit commercial et le droit des sociétés pour pouvoir mieux cerner ces considérations. Nous sommes dans la comptabilité et donc ce qui nous intéresse dans ce cours, ce sont les aspects comptables. Mais pour arriver à discuter les aspects comptables, vous devez quand même comprendre les fondements juridiques des sociétés et des opérations qui vont découler bien sûr de la vie de l'entreprise. En matière de droit marocain, on distingue principalement deux types de sociétés, les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Les sociétés de personnes renvoient à des considérations liées au contractant, ce qu'on appelle l'intuitu persona, c'est-à-dire que l'entreprise est reconnue par les personnes physiques qui l'ont créée, ou qui sont à la source de sa création. Et généralement, dans ce type de société de personnes, on distingue le capital sous la forme de parts sociales. Donc, chaque contribution de chaque personne physique, ce qu'on appelle l'associé, chaque associé aura donc une part sociale qui représente sa contribution au capital de l'entreprise. Alors que dans les sociétés des capitaux, il y a la considération du capital sous forme d'actions librement cessibles. Donc, dans les sociétés de personnes, vous avez un capital social composé par des parts sociales qui représentent la contribution de chaque personne physique, de chaque associé au capital. Alors que dans les sociétés de capitaux, on parle d'actions qui représentent aussi une fraction au capital donc social. Par conséquent, au niveau des sociétés de personnes, les propriétaires associés se connaissent entre eux. Alors que dans les sociétés de capitaux, il y a donc la considération du capital et donc les propriétaires actionnaires ne se connaissent généralement pas. Donc vous distinguez les associés des actionnaires. Un associé est une personne physique, généralement, qui contribue à un capital et qui arrive à connaître les associés qui contribuent au même titre au capital de l'entreprise. Alors que dans les sociétés de capitaux, les propriétaires actionnaires peuvent ne pas se connaître préalablement, en passant par exemple par la bourse. Lorsque vous allez acheter une action sur la bourse de Casablanca, vous n'êtes pas censé connaître l'ensemble des actionnaires qui contribuent au capital. D'où la distinction entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Par conséquent, la responsabilité des associés est illimitée dans le cadre des sociétés de personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a une confusion entre le patrimoine de l'entreprise et le patrimoine des associés, des personnes physiques qui sont à la source de la création de l'entreprise, la constitution de la société. Et donc, leur responsabilité est illimitée. En cas de faillite, en cas de problème, le patrimoine des associés, le patrimoine personnel des associés sera utilisé, sera saisi pour pouvoir rembourser les dettes sociales ou les dettes financières. Alors que dans les sociétés de capitaux, la responsabilité est limitée. Et donc, il y a une distinction entre ce qui appartient à l'entreprise et ce qui appartient aux actionnaires. Rappelez-vous, cette comparaison, vous l'avez étudiée au Management 1. Si vous allez voir dans le deuxième chapitre relatif à la typologie de l'entreprise, notamment les formes juridiques, vous avez un tableau récapitulatif qui compare les différentes formes avec leurs spécificités.
Il y a donc la forme hybride que représente la société à responsabilité limitée. Je vous donne des exemples pour les sociétés de personnes. Vous avez déjà vu en Management 1 les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple. Pour les sociétés de capitaux, vous avez déjà vu la société anonyme en Management 1. Et vous avez déjà eu comme formation que la SARL, la société à responsabilité limitée, constitue généralement une forme hybride parce qu'il est à mi-chemin entre les deux. À la fois donc les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Dans la mesure où il y a la considération du capital et donc la responsabilité est limitée aux apports, ce n'est pas une responsabilité illimitée, donc il y a une distinction du patrimoine de la société par rapport à celui des propriétaires et par conséquent, le capital est considéré comme sous forme de part sociale avec effectivement la connaissance préalable entre les propriétaires associés, avant donc la constitution ou la création de la société. Vous allez voir toutes ces informations en détail dans votre cours de droit commercial. Moi, je suis juste en train de vous préparer avant d'achever sur les aspects comptables et sur les enregistrements comptables des différentes formes de sociétés. Vous devez comprendre qu'il y a des spécificités juridiques entre les sociétés en distinguant les sociétés de personnes, notamment les sociétés en nom collectif en commandite simple, les sociétés en capital, principalement la société anonyme, et les formes hybrides que représente la société à responsabilité limitée. Et donc, généralement, on distingue ces quatre types de sociétés, comme je vous ai expliqué, les sociétés de personnes, notamment les sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple ou en participation, sociétés anonymes ou sociétés en commandite par action, qui représentent des sociétés de capitaux, la société à responsabilité limitée, qui est une forme hybride entre les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes, et il y a des sociétés à réglementation particulière que vous allez voir préalablement, comme les mutuelles, les coopératives, les fonds d'investissement, les groupements d'intérêt économique, etc., que vous allez voir peut-être dans d'autres cours beaucoup plus approfondis. Commençons donc par le premier chapitre, la constitution des sociétés commerciales. Définition et classification des sociétés commerciales conformément au droit marocain. Donc là, vous connaissez que le droit marocain se rapproche de celui de la France. Donc généralement, c'est une source d'inspiration pour la législation marocaine. Et généralement, il y a trois textes que vous devez quand même feuilleter, lire en diagonale et que vous en aurez besoin pour le droit commercial. C'est le Code de commerce, la loi numéro 1795 sur la société anonyme. Et il y a une loi numéro 595 qui est relative aux autres formes de société. Ce sont des textes qui sont accessibles sur Internet. Je vais essayer de les télécharger et les mettre sur votre espace ENT pour vous faciliter la tâche. Commençons donc par les sociétés de personnes, notamment la société en nom collectif. Donc, c'est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçants. Donc, vous allez le voir en droit commercial. Donc, ils peuvent exercer les actes de commerce, achat, vente, etc. Donc, ils peuvent assurer donc, et contribuer à la gestion de l'entreprise et de la société. Les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, donc ce qu'on appelle la responsabilité illimitée, parce qu'il y a la confusion entre le patrimoine de l'entreprise et celui des associés. Et en cas de dette, ils sont solidaires d'une manière indéfinie, d'une manière illimitée. Et il n'y a pas de limite par rapport au capital social nécessaire à la création. Et donc, généralement, dans les sociétés en nom collectif, l'ensemble des associés peuvent être gérants, c'est-à-dire ils peuvent contribuer à la gestion de l'entreprise, sauf stipulation contraire des statuts. Donc, dans certains cas, les associés peuvent se mettre d'accord entre eux et désigner un associé gérant ou quelques associés gérants. Mais en principe, de point de vue juridique, l'ensemble des associés peuvent assurer donc la gestion de la société. Leurs statuts doivent avoir certains éléments. Premièrement, le prénom, le nom,
le domicile de chacun des associés, où il s'agit d'une personne morale, c'est des dénominations, forme et siège pour les personnes morales. Pour les personnes physiques, on doit avoir le nom, le prénom et le domicile, c'est-à-dire le siège ou le lieu de résidence. L'objet de la société, donc quelle est l'activité à exercer, la dénomination sociale, donc quel est le nom ou l'identité à accorder à cette société, le siège social sur lequel on peut vous envoyer des lettres ou communiquer par voie postale. On peut même vous chercher en cas de besoin. Le montant de capital social, avec notamment l'apport de chaque associé à distinguer. Donc, il y a un apport en numéraire, c'est de l'argent, l'apport en nature, les biens. Et quand il y a un apport en nature, il faut l'évaluer pour lui donner l'équivalent en termes de part sociale constitutive du capital. Le nombre et la valeur des parts attribuées à chaque associé en fonction de leur rapport en numéraire, en nature, la durée pour laquelle la société a été constituée, le greffe du tribunal où les statuts seront déposés. Et enfin, donc, la signature de l'ensemble des associés. Dans ce type de société, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l'intérêt de la société. Donc, il a le statut de commerçant et par conséquent, il a le droit de contribuer à la gestion de l'entreprise. Il est interdit au gérant d'exercer toute activité similaire à celle de la société, ce qu'on appelle la non-concurrence. Vous ne pouvez pas exercer dans deux sociétés qui ont la même activité. Donc, c'est un problème de libre concurrence, de manière à ne pas désarticuler le marché ou le secteur. Et par conséquent, juridiquement parlant, il est interdit aux gérants d'exercer toute activité similaire à celle de la société. Toute convention entre une société et l'un de ses gérants doit être soumise à l'autorisation des associés, même s'ils ne participent pas à la gestion de l'entreprise. Et enfin, donc, l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tierces. C'est-à-dire, en cas d'opposition entre un gérant par rapport à un autre, cela n'impacte pas systématiquement les autres tierces. Deuxième forme juridique, c'est la société en commandite simple, qui est aussi une société de personnes dans laquelle il y a la confusion entre le patrimoine de l'entreprise et le patrimoine des associés, avec effectivement une responsabilité illimitée. La société en commandite simple est constituée d'un associé commandité et d'un associé commanditaire au minimum. Là, vous l'avez déjà étudié en management, ce n'est qu'un rappel pour pouvoir avancer sur les aspects comptables. Les associés commandités ont le statut des associés en non collectif, c'est-à-dire ils ont le statut de commerçant et par conséquent, ils peuvent exercer des actes de gestion. Donc, ils peuvent contribuer à la gestion de l'entreprise, alors que les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence du montant de leur apport et il ne peut être un apport en industrie. À la différence des associés commandités, les associés commanditaires ne participent pas à la gestion de l'entreprise. Ils contribuent uniquement à son capital social et par conséquent, leur responsabilité est limitée à concurrence de leur rapport. Par opposition aux associés commandités qui participent à la gestion de l'entreprise et par conséquent, leur responsabilité est illimitée. Et il est à préciser que pour les associés commanditaires, ils ne peuvent pas apporter un apport en industrie, les brevets, les licences, etc. Donc, il n'y a que les apports en numéraire, l'argent, et les apports en nature qui représentent les biens. Outre les indications mentionnées par rapport à la société en nom collectif, les statuts de la société doivent contenir également la part du montant ou de la valeur des apports de chaque associé commandité ou commanditaire dans le capital social, la part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le bonus de liquidation. Le bonus de liquidation,
C'est un titre qu'on accorde en cas de dissolution d'entreprise aux associés pour pouvoir récupérer une partie de leur apport et de leur investissement en capital. On va y revenir. Et donc, l'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la société vis-à-vis des tierces, même en vertu d'une procuration. Donc là, juridiquement parlant, les associés commanditaires ne doivent en aucun cas réaliser ou exercer un acte de gestion qui peut engager la société à l'égard d'autres tierces. Ça peut être des fournisseurs, des prestataires, des clients, etc. Même en vertu d'une procuration. Donc, même s'il va avoir une autorisation préalable, une procuration, donc l'associé commanditaire ne peut participer à la gestion de l'entreprise. Troisième forme de société, dans le cadre des sociétés, bien sûr, de personnes, c'est la société en participation. La société en participation n'existe que dans les rapports entre associés et n'est pas destinée à être reconnue ou à être connue des tierces et n'a pas la personnalité morale. Donc, elle n'est ni soumise ni à l'immatriculation ni à aucune formalité de publicité. Les associés conviennent librement de l'objet social, de leurs droits et obligations respectives et du fonctionnement de la société. Donc là, c'est un simple rapprochement des associés sans bien entendu avoir nécessairement la personnalité morale ou être soumise à une immatriculation au registre de commerce ou avoir même une formalité quelconque de publicité. Et les associés ont la liberté de convenir l'objet social de cette participation, les droits et les obligations de tout un chacun dans le cadre du fonctionnement de cette société. Et leurs rapports sont régis, si la société a un caractère commercial, par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif. Donc, en cas de dimension commerciale, ils ont les mêmes dispositions que la société en nom collectif que nous avons discuté préalablement. Et à l'égard des tierces, donc à l'égard des autres partenaires, chaque associé est seul engagé, même dans le cas où il révèle le nom des autres associés sans leur accord. Donc, tout un chacun est engagé à titre individuel et vis-à-vis des tierces. Et les autres n'assument pas de responsabilité à l'égard de l'engagement de l'associé en question. Et donc, il y a une indépendance par rapport à la responsabilité qui découle d'un éventuel engagement de l'un des associés à l'égard des tierces. Deuxième catégorie, ce sont les sociétés de capitaux. Premièrement, la société anonyme. Elle doit comporter un nombre suffisant d'actionnaires pour accomplir son objet, assurer sa gestion et son contrôle. Minimum 5 actionnaires. Lorsque la société anonyme fait appel public à l'épargne, c'est-à-dire qu'elle est cotée à la bourse, elle doit avoir un capital social minimum 3 millions de dirhams, une valeur nominale de 50 dirhams. Alors, lorsqu'il ne fait pas appel public à l'épargne, on exige 300 000 dirhams avec une valeur nominale minimale de 10 dirhams. La société fait public ou appel public à l'épargne, toute société qui compte plus de 100 actionnaires, toute société dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse, qui sont cotés en bourse, et toute société qui, pour le placement des titres qu'elle émet, a recours à des sociétés de bourse, à des banques ou des établissements financiers, ou soit au procédé de publicité quelconque. C'est-à-dire que pour être considérée comme une société cotée en bourse, elle doit avoir 100 actionnaires, elle doit s'inscrire à la cotation au niveau de la bourse des valeurs et elle doit bien entendu recourir soit à une société de bourse, soit à des banques ou établissements financiers pour assurer donc l'intermédiation ou la réalisation de l'opération de la cotation et procéder à une publicité pour se faire connaître par les acteurs du marché financier, ce qu'on appelle la bourse de valeurs. Pour la société anonyme,
le capital doit être intégralement souscrit. À défaut, la société ne peut être constituée. Et donc, vous devez avoir la souscription, c'est-à-dire la promesse à ce que le capital soit bien entendu mobilisé. Sinon, la société ne peut pas être constituée. Et la souscription est généralement par engagement écrit des actionnaires qui vont participer à la formation du capital social. Dans ce cas, les apports en nature doivent être libérés intégralement lors de leur souscription. Donc, une fois vous donnez une promesse, vous devez systématiquement la libérer. Et donc, il y a une distinction entre la libération des apports et leur souscription. Donc, quand il y a des apports en nature, c'est-à-dire des biens, des équipements, terrain, machines, matériel, etc., juridiquement parlant, à la Constitution, les apports en nature doivent être libérés intégralement lors de leur souscription. Donc, vous ne pouvez pas constituer la société anonyme si vous ne libérez pas immédiatement ce que vous avez promis. Alors que lorsqu'il y a les apports en numéraire, donc lorsque un actionnaire nous donne une promesse sous format d'argent, donc ce qu'on appelle les apports en numéraire, c'est l'argent que l'actionnaire va apporter à la création, à la constitution et qui va former donc le capital social. Ces apports en numéraire doivent être libérés lors de la souscription du quart au moins de la valeur nominale, c'est-à-dire 25% des apports en numéraire doivent être libérés, c'est-à-dire doivent être déposés de manière à valider la constitution de la société. Le cas échéant, la société anonyme ne sera pas constituée. Donc, minimum, c'est 25% en termes d'apport en numéraire à libérer à la date même de la souscription. Alors que pour les apports en nature, vous n'avez aucune marge. À la souscription, vous devez intégralement libérer les apports en nature. Terrain, bâtiments, équipements, etc. Des biens, etc. Et le reste par rapport aux apports en numéraire, intervient en une ou plusieurs fois. Donc, vous pouvez libérer le reste sur une fraction ou plusieurs fractions. Donc, le reste, c'est 75% minimum. Vous pouvez la libérer intégralement ou partiellement. Donc, sur une fraction ou plusieurs fractions, sur décision du conseil d'administration ou du directoire, dans un délai qui ne peut exercer ou excéder 3 ans pour la société anonyme et 5 ans pour la société à responsabilité limitée. Donc, en termes d'apport en numéraire, vous avez le droit de libérer uniquement 25% à la création, à la constitution, et vous avez un délai de 3 ans lorsque vous êtes une société anonyme pour libérer le reste, les 75% qui restent, soit sur une seule fraction ou plusieurs fractions. Et vous avez 5 ans pour les sociétés à responsabilité limitée, conformément bien sûr au droit commercial et au droit des sociétés, à compter de l'immatriculation de la société au registre de commerce, c'est-à-dire à partir de la date d'immatriculation de la société au registre du commerce. Qu'est-ce qu'on entend par la libération des apports en numéraire? La libération des apports en numéraire, c'est le dépôt de l'argent des fonds dans un compte bancaire. Donc, une fois vous voulez libérer une partie ou la totalité des apports en numéraire, vous devez les bloquer dans un compte bancaire avec la liste et l'indication des sommes versées par les associés dans un délai de 8 jours. Donc là, il faut toujours retenir ces informations juridiques qui sont importantes. D'une part, au niveau de la société anonyme, la société à responsabilité limitée, les apports en nature sont libérés intégralement
à la souscription, donc à la date de création, alors que les apports en numéraire peuvent être libérés à 25% minimum, et vous avez un délai de 3 ans pour la société anonyme, 5 ans pour la société à responsabilité limitée, pour libérer le reste, les 75% des apports en numéraire, intégralement ou partiellement, à compter de la date d'immatriculation de la société au registre de commerce en déposant l'argent ou les fonds dans un compte bancaire avec la liste et l'indication des sommes versées par les associés dans un délai de 8 jours à compter de la date d'immatriculation au registre de commerce. Le cas échéant, la constitution ne sera pas valide juridiquement parlant. À cela s'ajoute également l'obligation de rédiger des statuts. Donc, chaque société doit avoir des statuts pour pouvoir matérialiser sa personne juridique. On doit avoir la dénomination et la forme de la société, la dénomination et la forme de la société, la durée qui ne peut excéder 99 ans, le siège social pour communiquer ou pour même visiter l'entreprise, l'objet et le montant du capital, le nombre d'actions émises et leur valeur nominale en distinguant les différentes catégories d'actions. On va y revenir. La forme des actions, soit exclusivement nominative, soit nominative ou au porteur. L'identité des apporteurs en nature, l'évaluation de l'apport effectué par chacun d'eux et le nombre d'actions remises en contrepartie de l'apport, et bien entendu les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation. Donc là, tout simplement, il faut expliciter la valeur du capital social, la structure de l'actionnariat, donc combien a apporté chaque actionnaire au capital avec les parts représentatives de chaque actionnaire, le nombre d'actions et leur nature, parce qu'on distingue plusieurs types d'actions, généralement 3. Il y a ce qu'on appelle les AO, c'est les actions ordinaires. Notez-le avec moi. Action ordinaire. C'est quoi une action ordinaire? C'est l'action normale qui donne l'ensemble des droits aux actionnaires, aux porteurs. Le droit de vote, le droit à l'information, le droit à la décision, donc le droit de vote, le droit à l'information et le droit à la rémunération à travers la réception des dividendes en contrepartie de la contribution de l'actionnaire au capital social. ADP, c'est action avec droit préférentiel. Droit préférentiel, c'est quand il y a donc une modification de capital, l'actionnaire sera donc prioritaire en matière de souscription à la modification de capital en question. Et ADPSDV, donc action avec droit préférentiel, mais sans droit de vote. C'est-à-dire que l'actionnaire va garder uniquement son droit à l'information et à la rémunération à travers la réception des dividendes. Par conséquent, sans droit de vote. SDV, c'est sans droit de vote, c'est-à-dire que l'actionnaire ne va pas participer au vote quand il y a une assemblée générale par rapport aux décisions. Là, vous allez le voir. Ne vous inquiétez pas, dans le droit commercial, le droit des sociétés, vous allez approfondir toutes ces considérations. Là, je suis juste en train de vous préparer par rapport au fondement juridique de la constitution des sociétés. Parce que vous devez respecter ces dispositions juridiques pour pouvoir passer à l'enregistrement comptable. Une action peut être nominative, donc on peut avoir le nom du porteur, donc qui est propriétaire de l'action, l'identité du propriétaire, comme elle peut être au porteur, c'est-à-dire une action anonyme, c'est-à-dire sans l'identification de l'identité de son actionnaire, de son propriétaire.
qu'on peut faire circuler sur le marché financier, notamment la bourse des valeurs. Les statuts de la société anonyme doivent aussi avoir l'identité des apporteurs en nature, donc les actionnaires qui ramènent les apports en nature, les biens, les équipements, les terrains, etc. Et on doit évaluer la valeur de chaque apport et l'équivalent en termes d'actions à accorder en contrepartie de cet apport. Autrement dit, lorsqu'un actionnaire nous ramène un apport en nature, on doit l'enregistrer, on doit l'évaluer pour lui faire correspondre l'équivalent en termes d'actions à accorder à l'actionnaire en question. Et enfin, bien sûr, on doit identifier quelles sont les règles de la répartition des bénéfices. Comment on va partager un bénéfice à la fin de chaque exercice comptable et comment on va constituer les réserves. C'est la partie du résultat qui ne sera pas affectée, qui sera réservée pour les besoins d'investissement de l'entreprise et éventuellement en cas de liquidation, en cas de dissolution, en cas de faillite par exemple, en cas de difficulté, quelle est la répartition du boni de liquidation? Comment on va partager les ressources en cas de liquidation? D'où donc l'importance des statuts à rédiger en matière donc des sociétés. La société anonyme donc jouit de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre de commerce. Après immatriculation au registre de commerce, la constitution de la société fait l'objet d'une publicité au bulletin officiel et dans un journal d'annonce légale dans un délai ne dépassant pas les 30 jours. Et donc, la société anonyme, selon la législation marocaine, peut être gérée par un conseil d'administration ou par ce qu'on appelle le directoire et le conseil de surveillance. Pour la société anonyme avec conseil d'administration, généralement le conseil d'administration doit comprendre entre 3 et 12 administrateurs, personnes morales ou physiques, et 15 lorsque la société est cotée en bourse. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires. Bien sûr, le conseil d'administration est composé d'un ensemble d'administrateurs qui sont mandatés par l'Assemblée générale d'actionnaires et qui ont donc le pouvoir pour agir au nom de la société, bien sûr sous réserve du respect de la législation en vigueur, notamment les pouvoirs attribués aux assemblées générales d'actionnaires. La direction générale de la société et sa représentation à l'égard des tiers sont assumées par le président du conseil d'administration. Ces actes, en revanche, n'engagent pas la société en cas de dépassement de l'objet social à l'égard des tierces de mauvaise foi. Donc, un salarié peut être administrateur, cependant, le conseil d'administration ne peut être composé de plus d'un tiers d'administrateurs salariés. Et enfin, donc, le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié des administrateurs sont effectivement présents. C'est ce qu'on appelle le quorum pour pouvoir assurer donc le fonctionnement normal d'un conseil d'administration. Deuxième forme, la société anonyme avec directoire et conseil de surveillance. Les membres du directoire exclusivement des personnes physiques, 5 au maximum ou 7 si la société est cotée, peuvent être choisis en dehors des actionnaires et même parmi les salariés et sont nommés par le conseil de surveillance composé de 3 à 12 voire jusqu'à 15 membres si la société est cotée. Et donc le directoire est composé exclusivement des personnes physiques, 5 à 7 en fonction de la cotation, si l'entreprise est cotée en bourse ou pas. Ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires et même parmi les salariés. Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à 1,5 million de dirhams,
les fonctions attribuées au directoire peuvent être exercées par une seule personne ayant le titre de directeur général. Donc, lorsque le capital est inférieur à 1,5 million de dirhams, on peut accorder ces attributions à une seule personne considérée comme directeur général. Attention, je n'ai pas actualisé ces informations parce qu'actuellement, il y a un projet de loi qui a été, je pense, déjà validé sur la société anonyme et qui est disponible sur le site du gouvernement, secrétariat général du gouvernement, de manière à modifier, je pense, le statut de la société anonyme. Bref, vous aurez l'occasion de discuter largement ces dispositions dans votre cours de droit commercial. Les membres du conseil de surveillance, tous choisis parmi les associés personnes physiques ou morales, sont nommés en assemblée générale ordinaire et leur mandat ne peut excéder 6 ans. Deuxième forme de société de capitaux, ce qu'on appelle la société en commandite par action. Son capital est divisé en actions, est constitué d'au moins 3 commandités qui ont la qualité de commerçants, donc ils peuvent exercer les actes de gestion et participer à la gestion de la société et répondent d'une manière indéfinie et solidaire aux dettes. Donc ils ont une responsabilité illimitée et d'au moins 3 commanditaires qui ont la qualité d'obligataire, c'est-à-dire qui ne participent pas à la gestion, mais qui contribuent à la formation du capital social et par conséquent ne vont pas supporter les pertes qu'à concurrence de leur apport, c'est-à-dire que leur responsabilité est limitée aux apports dégagés. Les premiers gérants sont désignés par les statuts, ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés. Au cours de l'existence de la société, sauf clause contraire des statuts, les gérants sont désignés par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires avec l'accord de tous les associés commandités. Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Troisième forme, c'est la société hybride, qu'on appelle la société à responsabilité limitée, qui est constituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Si elle ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée SARLO, société à responsabilité limitée à associé unique. Et donc l'associé a le pouvoir de l'assemblée des associés. Il n'y a pas de capital minimum pour la société à responsabilité limitée et la valeur nominale d'une part sociale ne peut être inférieure à 10 dirhams. Le montant libéré doit être déposé obligatoirement sur un compte bancaire bloqué, au moins pour le quart, 25%. Et le nombre des associés d'une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à 50. Si la société vient à commencer ou à comprendre plus de 50 associés, elle doit dans le délai de 2 ans être transformée en société anonyme. À défaut, elle est dissoute. À moins que pendant le délai, le nombre des associés n'atteint le nombre autorisé légalement. La même chose, les statuts de la société à responsabilité limitée doivent comprendre le nom, le prénom, le domicile, le cas échéant s'il s'agit de personnes morales, la dénomination, la forme, le siège de chacun des associés, la constitution en forme de société à responsabilité limitée, l'objet social, la dénomination sociale, le siège social, le montant de capital social, l'apport de chaque associé. Et quand il y a un apport en nature, il faut l'évaluer. La répartition des parts entre les associés et leur libération intégrale, la durée pour laquelle la société a été constituée, le greffe du tribunal où les statuts sont déposés et la signature de tous les associés. Il est à noter que la quote-part de l'apporteur en industrie dont sa contribution est déterminée par les statuts sans qu'elle puisse être supérieure à celle
de l'associé qui a le moins apporté. Les statuts déterminent les modalités selon lesquelles ces parts sociales sont souscrites et les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées. Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les 8 jours de leur réception dans un compte bancaire bloqué. Deuxième aspect, donc là on a vu une vision globale concernant les formes juridiques des sociétés avec toutes les exigences en matière de constitution. Et donc l'objectif est de vous faire comprendre quels sont les aspects juridiques que vous devez connaître préalablement à la constitution des sociétés commerciales. Le deuxième point revient sur les documents ou même les aspects juridiques et comptables que vous devez quand même connaître en la matière. Donc, pour déterminer les frais de constitution que vous devez enregistrer en comptabilité, vous devez tenir compte de plusieurs aspects juridiques. Premièrement, le certificat négatif, qui est une attestation fournie dans un délai de 48 heures par les délégations du ministère de Commerce et de l'Industrie. Généralement, je pense la Chambre de Commerce et d'Industrie. C'est un document par lequel le service central de registre de commerce atteste qu'aucune autre entreprise au Maroc ne porte le même nom commercial ou l'enseigne que celui choisi par le demandeur pour sa société. Et donc, le certificat négatif, c'est une attestation d'exclusivité par rapport au nom commercial proposé et l'enseigne que vous voulez donc accorder à votre société à la Constitution. Deuxième document, c'est le certificat de dépôt. Le législateur ne prévoit aucune exigence de capital minimum pour les sociétés de personnes, notamment les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation. Par contre, pour les sociétés de capitaux, notamment la société anonyme ou la société en commandite par action, doivent obligatoirement établir les bulletins de souscription et avoir un certificat de dépôt. En cas de non-constitution de la société, dans un délai de 6 mois après le dépôt des fonds, les fondateurs sont tenus de les restituer aux souscripteurs. Cette étape n'engendre pas de frais et ne permet l'obtention du certificat de dépôt. L'établissement des statuts, donc les statuts représentent les dispositions conventionnelles qui règlent les rapports entre les associés d'une société à l'égard des tierces. Le nombre des originaux est de 5, dont un exemplaire sera gardé au siège social et les autres copies serviront à l'exécution des diverses formalités administratives. Les frais sont généralement de 20 dirhams de timbre par feuille et de 50 dirhams si elles dépassent la dimension prévue, plus les honoraires du professionnel chargé de l'établissement des statuts. Les droits de timbre, bien sûr, évoluent en fonction de l'évolution des dispositions fiscales et c'est pour cela qu'il faut revenir au Code général des impôts pour déterminer les droits de timbre exigibles en 2020-2021. Quatrième élément, c'est les droits d'enregistrement. Donc, selon l'article 126 du Code général des impôts, l'enregistrement est une formalité à laquelle sont soumis les actes et conventions. Ils donnent lieu à la perception d'un impôt qu'on va donc considérer comme droit d'enregistrement. Ils sont droits basés sur la valeur des apports effectués par les associés. Le minimum, c'est 100 dirhams pour les actes et les mutations passives de droits proportionnels et 1000 dirhams pour les actes de constitution, l'augmentation de capital social et les groupements d'intérêt économiques. Alors, selon la loi de finances 2019, les augmentations de capital et la constitution sont soumises à un droit d'enregistrement fixe de 1000 dirhams lorsque le capital souscrit est en dessous de 500 000 dirhams et au-delà un droit proportionnel de 1%. Donc, à ma connaissance, cette disposition n'a pas été changée en 2020, voire même 2021. Lorsque le capital social est inférieur à 500 000 dirhams, le droit d'enregistrement
exigible est de 1000 dirhams. Lorsque le capital social dépasse 500 000 dirhams, vous allez calculer un droit proportionnel de 1%. Ce même tarif s'applique à la constitution des sociétés et aux GIE, les groupements d'intérêt économique. Donc, à ce sujet, pour pouvoir préciser ces apports, vous devez distinguer sur le plan comptable ce qu'on appelle les apports en numéraire, c'est l'argent, les fonds bloqués. Les apports en nature, ce sont les biens, les équipements tangibles que vous allez accorder, terrain, bâtiments, matériel, machines, etc. Et les apports en industrie qui renvoient principalement aux brevets, aux licences qui sont apportés par un associé ou un actionnaire à la création, à la constitution. Ces apports vont être transformés pour pouvoir calculer la valeur des droits d'enregistrement sur le plan fiscal. Et à partir de là, sur le plan fiscal, on va distinguer 3 catégories d'apports: les apports purs et simples, les apports à titre onéreux et les apports mixtes. Voilà, je pense que je vais terminer cette séance sur ces informations, dans la mesure où vous avez quand même plusieurs informations à caractère juridique. Donc, je vous laisse digérer ces informations. Je vais vous communiquer le support sur l'espace ENT. Je vous demande de lire attentivement ces informations juridiques et me laisser vos questions sur le forum d'échange pour que je puisse répondre à vos questions. Bien sûr, au début de la séance suivante, je vais vous écouter pour pouvoir répondre éventuellement sur les éléments que vous n'avez pas compris en matière des caractéristiques juridiques des sociétés, les conditions et les exigences en matière de constitution et les éléments constitutifs de ce qu'on appelle les frais de constitution que vous allez enregistrer en comptabilité. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt pour une autre séance. Merci.